reste un peu dans la CAN 2019 où nous évoquions donc la sortie de compétition du Cameroun et de l'Égypte, tous deux éliminés. Justement, Dimas, est-ce que cette CAN 2019, c'est quand même une CAN de beaucoup de surprises? Oui, ça se montre, hein, ça se voit. Premièrement, l'organisation même en soi, c'est une surprise. Le fait que jusqu'alors l'Égypte réussit l'organisation sans quoi que majeur, c'est déjà une grande surprise. Il faut le reconnaître. Avoir 6 grands stades et d'autres stades d'entraînement, ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Avoir à abriter 24 pays, vous voyez, avec des hôtels de haut niveau, et les officiels aussi, ce n'est pas donné à n'importe quel pays. Et surtout défier l'insécurité grandissante dans le pays. En ce moment. Oui, en ce moment. Mais donc, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Quand bien même, c'est de véritables narcissistes qui ne s'aiment qu'eux-mêmes, ils n'aiment plus personne. Quand vous voyez, le stade n'est plein qu'au moment où eux seuls ils jouent. À part ça, personne, les autres stades sont complètement vides. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la fête du football. La fête du football, c'est que vous devez aller. Moi, je me rappelais quand on était en Afrique du Sud et on jouait contre la Tunisie et que l'arbitre nous trichait, ouvertement comme ça, nous trichait. Tout le stade s'est levé comme un seul homme pour crier référé, pour indexer l'arbitre, quoi, pour dénoncer. Mais de façon spontanée. Ce ne sont pas des Togolais, c'est des Sud-Africains. Et l'Afrique du Sud a fait en sorte que il y a même, quand un pays joue, eux-mêmes, ils ont formé même des supporters pour chaque pays. Ce qui fait que les stades ne sont pas vidés. Donc, c'est ça qui amène la fête. Vous sortez, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas dans votre délégation, mais qui font l'ambiance avec vous. C'est quelque chose de formidable. Ben, donc, quand on quitte là-bas, on vient sur la pelouse. Dans le jeu même, le départ de l'Égypte, pays organisateur, multi-détenteur du trophée. Et je pense que c'est une grande surprise. Et surtout devant quel pays encore. Que l'Égypte soit écartée par l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, on pourrait comprendre. Mais que l'Afrique du Sud, qui n'a pas montré grand chose au premier tour, se décuple, se surpasse pour pouvoir faire du jeu, du vrai jeu, et écarter l'Égypte avec la manière. Je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est une grande surprise. Mais je ne trouve pas de surprise entre le départ du Cameroun face au Nigeria. Sur le départ du Cameroun face au Nigeria. Là, c'est 2 grands pays du football. Que le Cameroun fasse tomber le Nigeria, ce ne serait pas une grande surprise. Que le Nigeria fasse tomber le Cameroun, ce n'est pas un grand événement. Ce qui est, c'est que c'est le pays détenteur. Quand on part tôt comme ça, on sait que si je vois de près, je pense que tout le groupe A est parti. Tous les composants du groupe A sont partis. Je pense que s'il y a surprise aussi, c'est des surprises agréables. En tout cas, pour moi, jusqu'à ce niveau, je voudrais qu'on élimine l'Égypte. Je voudrais qu'on élimine le Cameroun. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, moi, j'étais très content. Alors, Chris, est-ce qu'on va continuer de voir des surprises comme ça, des pays comme le Bénin, comme le Madagascar, continuer l'aventure? Bon, de toute façon, il y a un niveau quand même pour ces pays-là qui n'ont pas une grande expérience en matière de foot. Mais nous avons vu un cas il y a quelques années avec la Zambie qui avait commencé comme ça, de nulle part, on ne l'attendait pas, et qui a remporté la coupe. Donc, vous savez, en football, tout est possible, tout est possible, parce que ceux qui pensent qu'ils peuvent résister jusqu'à la fin, ce ne sont pas ceux-là qu'on retrouve franchement à la fin. Le Bénin, pourquoi pas. Maintenant, c'est que la compétition va en crescendo et des équipes vont avoir leur niveau. Les équipes qui gagnent montent en niveau. Va monter. Ça, c'est les équipes qui comme ça. Vous voyez le Ghana, par exemple. Au premier tour, vous allez croire que le Ghana n'ira nulle part. Mais il commence par monter en puissance
Et peut-être maintenant, on ne connaît pas encore les scores. Ils sont face à la Tunisie, je crois. Il faut reconnaître que la Tunisie n'a jamais gagné le Ghana, n'a jamais remporté une victoire à la CAN sur le Ghana. Cette fois, le Ghana. Le Ghana a toujours gagné. Mais la surprise peut arriver. Ça peut changer. Ça peut changer. Donc, bon. C'était un peu comme Mali-Côte d'Ivoire. Le Mali n'avait jamais battu la Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques nuls, mais jamais de victoire. Jamais. Et ça, c'est encore confirmé. C'est comme le Togo et la Tunisie. Hein. Ouais. Le Togo n'a jamais battu la Tunisie. Notre grande victoire face à la Tunisie, c'est le match nul. C'est en junior que nous avions éliminé la Tunisie. Pour aller à la Coupe du Monde junior. Là. Mais il faut reconnaître quand même que les surprises, telles qu'on le dit, peuvent venir de ces petits poussés-là. Vous voyez, le Madagascar, le Bénin. Mais l'expérience va jouer en faveur des anciennes équipes. Le Bénin, avec le carton rouge de Khaled Adeno, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Le métronome de la défense, ça va beaucoup jouer contre le Bénin. Rouge. Oui, contre Khaled Adeno. Mais le problème aussi, c'est aussi peut-être que ces équipes-là, comme Bénin, Madagascar, à partir de ce moment de la compétition en quart, ils ont déjà gagné leur pari, donc ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, ils jouent chaque match comme une finale. Oui. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit, sans calcul, ils jouent comme une finale. Ils sont difficiles à battre. C'est ce que l'Afrique du Sud a démontré. Bon, mais maintenant, le Bénin avec visiblement le troisième pied dont parle tout le monde là. Bon, c'est vrai, beaucoup le disent, mais je me demande qu'est-ce qui empêche les autres d'avoir une réalité, vous savez. C'est une réalité. On ne joue pas avec le Bénin sur ce terrain-là. Parce que quand tous les pays, que ce pénalty ne va pas rentrer. Connaissant bien le Bénin. C'est vrai que il y a eu aussi des pénaltys manqués ailleurs. Oui, vous savez, il y avait même un but bizarre qui avait été raté comme ça. A soulevé le pied, il a soulevé le pied. Vous savez, le Grigny joue pas. Il voyait le ballon comme ça, il a soulevé le pied. Mais rappelez-vous quand même de Charles Akonor et de Limbombe Waki. Rappelez-vous. Tu rappelles, ils ont fait quoi? Il y avait la tête de lion que Limbombe voyait. C'est tout ce qu'il a attrapé comme ballon, c'est la tête de lion. Non, le football, personne ne peut nier le domaine spirituel du football. Vous avez vu, vous ne voyez pas ce qui se passe. Un ancien entraîneur du PSG qui témoignait qu'ils avaient joué. Ah, vous n'avez pas suivi, après je vais vous envoyer. Ils avaient joué le match aller. Ils ont perdu sur tapis vert simplement parce qu'un des joueurs de PSG avait un carton. Il ne devait pas jouer le match là. Personne ne leur a signifié ça, même l'UEFA ne leur a pas signifié ça. Alors ils sont partis, c'est après le match, au moment où ils ont renvoyé les résultats à la FIFA, qu'on a découvert que celui-ci est sanctionné, il ne devait pas jouer. Alors ils ont perdu le match sur tapis vert. Alors il avait appelé Claude Leroy en Afrique. Et Claude Leroy lui dit, mais ils vont gagner par 5 buts. 5 buts à 1 ou 5-0. Donc et il a donné même le don de celui qui va marquer le 4e but et à l'heure où il va le marquer. Du Bénin, ce n'est pas... Effectivement. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il a envoyé l'argent par Western Union et on a donné au marabout. Et le marabout a préparé le match et c'est comme ça ils ont gagné. Avec le score beaucoup plus loin. La victoire du Bénin sur le Togo. Vous voyez, on avait dit qu'il y avait quelqu'un qui a décidé au Bénin. Les réseaux sociaux ont servi des choses. Mais moi, je n'en doute pas, parce que quand on parle du Bénin... Non, mais il y a des gens qui savent... C'est qu'il y a des gens qui trompent. On parle de beaucoup qui trompent, mais il y a des gens qui savent le faire. Ils savent le faire. La question que moi je me pose, c'est que tu as dit... Ils sont prêts à emmener même le... Vous croyez à tout ça? Non, pas du tout. Je n'y crois pas. Vous savez... Je crois qu'on dise, on a vu le Bénin livrer une belle prestation. On ne veut pas le renier. C'est pas des Grigny qui sont venus jouer. Il y a des détails au niveau du football qui peuvent tout changer. Que quelqu'un rate une frappe, ça arrive sur le terrain. Que quelqu'un rate une frappe. Moi, je sais pas, moi j'ai vu une fois. Mais je vous assure que tout ça, ça n'arrive pas comme ça. Moi, j'ai suivi un match où la personne a éliminé tous les joueurs, les défenseurs, a éliminé le gardien, mais a frappé en haut. Et tu penses que c'est rien.
Il y a de ces cas-là que nous voyons en vidéo sur les ça arrive souvent que ça n'a pas une cause. Koubadia Kader, on l'a toujours dit qu'il a des amulettes partout. Quand Koubadia court, le problème c'est que ce n'est pas ça qui fait changer le jeu. Mais quand Koubadia court, les gens on vous le dira que vous n'arrivez pas à voir Koubadia en train de courir. C'est ça l'un des effets. Mais nous, on l'a toujours vu courir. Oui, on a toujours vu courir. Celui qui est des amulettes sur la pelouse, sur la ce que moi je voudrais dire, c'est que quelqu'un vous prépare le match et vous dise que c'est Ambroise qui va gagner à telle heure. Et il donne le score, donne le nom de celui qui va marquer. Et ça arrive, vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. Vous n'allez pas me dire que c'est un hasard. Moi, je demande à voir pour croire. Tu vas voir, tu vas avoir de croire. Moi, je vous assure que... Un bon cartésien, je demande à voir pour croire. Oui, ça arrive. Attends, quand peut-être un jour, cette occasion va se présenter. Attendez, je peux vous donner le nom d'un certain nombre de gens. Ici, vous pouvez leur questionner. Quand on a joué contre le Cameroun au Ghana, mais celui qui avait préparé le match avait dit, c'est celui-ci qui va marquer, c'est Cheikh qui va marquer, à tel moment, il va marquer, et après, il ne peut plus marquer. On a fait un penalty contre le Cameroun. On l'a appelé au téléphone. Mais il a dit qu'il ne devait pas jouer parce qu'il ne va plus marquer. C'est un but, c'est tout. C'est arrêté comme ça. Le cas à Kono, par exemple. Depuis qu'ils ont joué avec le Togo, c'est fini. Le monsieur n'a plus joué. C'est clair que avec cette confrontation spirituelle entre lui et Bounibombe Waké, ça ne passerait plus. C'est fini. Préparer un match dans rien d'extraordinaire. C'est le déterminisme spirituel. Les gens le maîtrisent. Il y a d'autres qui ne le font pas et qui trompent. C'est ça. Finalement, ça dit que c'est plus un jeu de hasard. Non, c'est pour dire que le côté hasard existe. Le talent existe correctement. Mais en plus de ce talent, il faut forcer les choses spirituellement aussi. Il faut, vous savez, aucune grande victoire. Ils vont vous dire que ces gens-là, ils font de la... Non. Vous savez, les Blancs aussi... Oui, ils le font justement. Celui qui donne l'exemple là. La Coupe du Monde 90. Coupe du Monde 90. Ouais. Moi, quelqu'un m'a dit que les Allemands ont celui qui donne l'exemple dont je vous parlais. Celui qui donnait l'exemple dont je vous parlais. Celui qui donnait l'exemple, c'est un blanc. Giroud disait, on faisait une émission. Vous connaissez Giroud? Ouais. Et on posait la question aux Africains. Est-ce qu'il y a des gris dans le football? Ici, il y a les préparations spirituelles et les Africains tournaient de côté. Ils ne voulaient pas dire la vérité. Giroud dit, mais arrêtez-moi tout ça là. Quand lui, il entraînait Auxerre, je pense que nous sommes sur un média public et les gens nous suivent. Si je dis si c'est faux, on peut démentir. Que quand il entraînait Auxerre, il a joué un match à domicile. On les a battus. Un Camerounais l'a approché, résident en France. Il a dit, mais c'est vous qui entraînez l'équipe. On vous gagne à la maison. Mais chez nous, en Afrique, on ne fait pas ça. On ne peut pas venir nous gagner chez nous. Si nous, on est là, on ne peut pas venir nous gagner. Et il a dit, comment on va faire? Mais les gens ont joué plus que nous. Il dit, non, jouez plus que vous. C'est parce qu'ils ont le pied qui joue plus que vous. Non. Ils ne vont plus jouer plus que vous. Laissez-moi le terrain. Je vais rester jusqu'au lendemain. On l'a laissé. Il est resté sur le terrain. Il a fait ses préparations toute une nuit jusqu'au lendemain. Giroud a dit, après ça, il a fait 7 championnats sans perdre un seul match à la maison. 7 championnats. Et la première fois ils ont perdu à domicile, c'est quand on a construit un nouveau stade et ils ont déménagé. Ils ont quitté l'ancien stade, arrivé là-bas, ils ont perdu le premier match. Bon, d'accord. Ces réalités existent. Peut-être avec ces conséquences, vous savez que la nature... la nature ne prête pas. La nature ne donne pas, elle prête, tu vas rembourser. Donc avec ces conséquences, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Si quelqu'un vient ici, le football se joue sur le terrain. C'est le jeu, c'est la technique. Parfaitement d'accord. Les gens maîtrisent. Mais vous savez, il y a des gens qui sont vraiment techniques, mais le jour là, ils ne voient absolument rien. Ils sont attachés quelque part.
D'accord. Je vois. Chris a gardé le silence. Oui, parce que ça nous dépasse. Ouais, ça me dépasse. Nous allons continuer. Nous allons continuer. L'image de quartier. Ouais. À l'école primaire. Oui. D'accord. On va continuer. Passe par là. Moi, j'ai joué aussi jusqu'à l'université, mais personne ne m'a jamais mis quoi que ce soit. On va continuer avec le deuxième sujet. Là-bas, ce sont les armes qui parlent dans les gris-gris. Le Conseil militaire s'engage à appliquer l'accord de transition. Le Conseil militaire au pouvoir au Soudan s'est engagé samedi à appliquer et préserver un accord conclu avec la contestation qui définit les grandes lignes de la future phase de transition et qui a poussé les manifestants à annuler une campagne de désobéissance civile. Mettant fin à leur bras de fer, les généraux et les chefs de la contestation ont accepté vendredi une présidence alternée à la tête du Conseil souverain, la future instance censée diriger une transition d'environ 3 ans. L'initiative parrainée par les médiateurs de l'Éthiopie et de l'Union africaine est synonyme de détente après plusieurs mois de tension ayant suivi la destitution par l'armée du président Omar El-Béchir. Chris Egam, lorsque l'armée dit qu'elle s'engage à appliquer et préserver l'accord, est-ce qu'il faut la prendre au mot? Oui, sans doute, parce que est-ce que l'opposition là n'a pas mieux à faire que de... Parce que vous savez, ces derniers temps, l'opposition est pratiquement à la rue. C'est une expression, parce que en face de cette junte-là, l'opposition a fait ce qu'elle peut faire pour se donner de la dignité et surtout pour exhorter ses partisans à tenir jusqu'à ce que la junte fléchisse. Mais maintenant, lorsque la junte l'a dit qu'elle va tenir parole, il faut attendre de voir si elle va tenir exactement la... Parce que le problème est à ce niveau, justement. Lorsque vous donnez votre parole, il faut que vous sachiez la respecter. Mais jusqu'à présent, on n'a pas quand même vu que cette junte-là a tenu parole. Au départ, elle a donné l'impression de bien faire. Ouais. Et puis après, on a vu cette massacre. Et puis, jusqu'à 136 morts. C'était des comptes macabres qu'on a en ce moment. Maintenant, c'est à cette junte-là de se donner de la confiance et de rendre la confiance là aux autres protagonistes de la crise. Parce que maintenant, elle a déjà fauté, cette junte-là. Il faut maintenant qu'elle se fasse respecter, surtout en tenant cet engagement-là. Et il faut lui donner du temps. On ne peut pas dire que dans les 21 mois, c'est ça qui suit. Elle va respecter sa parole, mais on n'en sait rien. Maintenant, et qu'elle va faire venir les opposants dans ce conseil-là qui vont faire 18 mois et préparer les élections. On n'en sait rien, parce que c'est des gens qui sont un peu virevoltants. On ne les voit pas là où ils sont attendus, on les voit plutôt ailleurs. On estime que pour cette fois, elle fera un amende honorable et faire en sorte que le processus se poursuive normalement. Dimas, le Conseil militaire a aussi, durant tout le temps que toute la période d'après Béchir, a montré quand même une certaine soif du pouvoir. Aujourd'hui, qu'elle accepte de prendre la tête de la transition pour 21 mois, après elle a laissé au civil pour 18 mois. Est-ce que ces 21 mois ne vont pas plutôt être pour elle, pour cette armée, un moyen de se raidir davantage? Mais c'est clair. Je pense que c'est un discours qu'ils ont tenu simplement pour pouvoir calmer la foule des manifestants et faire croire à la communauté internationale que, écoutez, nous sommes prêts à mener la démocratie de la façon civilisée, puis étant donné que la démocratie, on le fait avec le peuple et c'est le peuple qui doit agir et non l'armée uniquement, qui n'est qu'un simple corps, une émanation de ce peuple. Et donc, il voulait simplement montrer cet aspect. Si vous voyez clairement, vous allez voir que ce n'est pas de bon cœur et ce n'est pas ça leur ambition de laisser le pouvoir aux civils. Et donc, les manifestants, je pense sincèrement aussi qu'ils ne s'y attendaient pas à voir cette endurance au niveau des manifestants.
pour eux, à un moment donné, surtout quand on connaît la junte qui a sévi au pouvoir depuis des années, on sait que le peuple terrorisé, dans la peur, devait rester comme cela pour toujours. Mais maintenant qu'ils tiennent toujours et que la pression de la communauté internationale vient de tous les côtés, je pense qu'ils sont obligés de tenir un discours d'apaisement. Et ce discours va dire, j'ai envie de lâcher prise. C'est comme un appel d'air. Oui, un appel d'air pour se donner du temps et voir comment gérer la suite des événements. Ambroise, vous croyez à la sincérité des militaires? Non, je prends la position de Dimas. Parce que, vous savez, d'abord, je crois que c'est un exploit du Premier ministre éthiopien qui est rentré dans le jeu avant que l'Union africaine, l'Union africaine ait pris le devant. Mais la pression vient plus des États-Unis. Ça, il faut le reconnaître. Si tu n'es qu'à l'Union africaine et au Premier ministre éthiopien, l'armée s'en fout. Parce que c'est une armée qui a une gâchette facile, qui a eu à tuer facilement comme ça, 136 personnes, et pensant que ces crimes-là seraient restés impunis. Je suis désolé. Katanga est actuellement à ces pays. Les gens seront traduits demain là-bas. Ntaganda plutôt. Maintenant, c'est ce que je voudrais bien entendre. C'est loin de ressembler. Je crois que quand vous faites le contrario, vous comprendrez que pourquoi l'armée n'a pas voulu prendre la deuxième échéance, c'est-à-dire laisser les civils prendre le poste actuellement et qu'après de revenir. Ça voudrait dire que ces messieurs-là ont des choses derrière la tête. Sauf que les États-Unis ne vont pas lâcher prise. Moi, je compte plus sur les États-Unis, la pression, parce que vous savez, ces Occidentaux ont leur intérêt. Et c'est vrai que quand l'intérêt joue plus du côté de l'armée, ils ne vont pas chercher à balancer, mais ils ont déjà montré le drapeau du côté des civils. Parce qu'ils joueront la bonne carte pour pouvoir avoir une bonne image. Mais à un moment donné, c'est vrai que ces Occidentaux-là aussi s'en foutent de l'image. Le problème, c'est le cas de Rachogi qui a été décapité et dépecé. Mais après tout, c'est l'intérêt qui a joué. Donc aujourd'hui, je crois que les civils ont fait l'erreur de concéder ce premier plan de sortie de crise en allant en seconde échéance. Il fallait insister pour prendre la première échéance. Parce que l'armée déjà a fait 3 mois ou quelques mois, déjà, ça suffisait pour que les civils aussi prennent la charge pour voir ce qui va se passer. Ils n'avaient pas le choix. Mais les garde-fous, c'est vrai que c'est toujours le Premier ministre éthiopien et l'Union africaine. Une Union africaine qui se renforce actuellement avec la ZLEC. Et je crois que ça pouvait marcher. Mais je ne voudrais pas que ce crime reste impuni. Parce qu'au moins, il y a le Human Rights Watch, l'Amnesty International, qui ont déjà monté leur petit drapeau. Et la CPI aussi. Donc avec ça, ils ont un peu peur de ne pouvoir hésiter à continuer avec tous ces milices-là. Tu parlais tout de suite des États-Unis. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont intérêt de voir la démocratie s'installer là-bas ou bien ils veulent simplement... C'est un deux volets. En tout cas, les États-Unis se sont il y a le volet politique et le volet religieux. Alors si conservateur ce que dit Ambroise, c'est que le fait que l'armée prenne la première manche de la transition, ça fait craindre, parce que en 21 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Bien entendu, parce que l'armée a beau jeu de prendre les premiers 21 mois. Parce que, vous savez, ces généraux-là, c'est des gens qui ont pour la plupart travaillé avec Béchir et qui se sont fourvoyés dans... Qui ont fait le système Béchir. Et puis, vous ne pouvez pas quand même croire qu'ils sont capables de produire autre chose que du Béchir. Ils ont appris de leur école. C'est une situation absolument normale. Mais maintenant, ils ne veulent surtout pas partir. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'ils ont beaucoup à se reprocher. Et ils vont passer maintenant les affaires de la nation au peigne fin pour en extirper les situations gênantes. Et les situations gênantes. Et pendant 21 ans, beaucoup de choses vont se passer. Pourquoi? Beaucoup de preuves, surtout. C'est balayer la maison pour éloigner les mettre à l'abri. Et puis, c'est une façon aussi de protéger leur chef. Parce que lorsqu'ils disent qu'ils l'ont mis
ils l'ont embastillé, ils l'ont arrêté. C'est d'abord pour les soustraire des groupes de la CPI, peuvent lui faire une situation. Pour montrer que la justice soudanaise est capable. Donc c'est un jeu qu'ils sont en train de faire et ce jeu-là, ils ont besoin encore du temps pour le parfaire. Donc s'ils se sont dit 21, pourquoi 21 mois? Et après, ils vont laisser venir les civils pour organiser les élections. Rien n'est sûr. De toute façon, il faut que la pression se poursuive et cette pression-là est entretenue par la communauté internationale. Et surtout, il ne faut pas que cette pression-là se laisse faiblir à l'intérieur. D'ici 21 mois, le rapport de force de l'ALC, qui est la pression populaire, ça peut plus être le même. Hein. Ça peut même aller Crescendo. Ouais. Ça peut même augmenter parce que c'est maintenant même qu'ils chercheront aussi à s'organiser. À s'organiser pour voir comment s'imposer. Bon, personne ne peut prédire avec exactitude demain, mais c'est à eux qui doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit de lâcher prise. Ils le font, ils sont perdus. Alors de toute façon, ils doivent rester sur leur garde. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on peut accorder un bénéfice du doute à l'armée du fait d'avoir réprimé, d'avoir tué 130 personnes. Parce que ça, là, c'est sur la conscience. Ouais. On fait une déviation, on risque d'être rattrapé très rapidement par la CPI et autres. Maintenant, ce qui est aussi plausible, c'est que profiter pour s'organiser du côté des forces civiles est une possibilité. Parce que, tel que Christ l'a dit, que l'armée pouvait profiter pour exfiltrer certaines personnes, certains résistants. Il y a certaines preuves. Tout ce qui les accable par le régime passé. Mais le Soudan étant tellement lourd en matière de crime qu'on ne peut jamais... D'accord. On va aller à la pause et on revient après le journal pour continuer cette émission.